docteur. Le docteur Derrick est un ancien étudiant de l'Institut africain des sciences mathématiques du Ghana, où il a travaillé sur les notions des équations aux dérivées partielles. Juste après, il est allé en Allemagne où il a soutenu son doctorat et actuellement, il est chercheur toujours en Allemagne dans le domaine de l'intelligence artificielle et du machine learning. Donc, Derrick, on a 30 minutes pour ta présentation et 15 minutes pour un échange. Tu as la parole. Ok, merci donc, c'est un plaisir d'être là et merci aussi à Véran pour l'invitation. Ok, bon, je suis camerounais comme il a dit, mais d'expression anglaise, donc j'ai fait toutes mes études en anglais. C'est vrai que mes études d'université, je les fais en français puisque j'ai fréquenté à Yaoundé, mais bon, on va essayer de voir comment ça va se dérouler en français puisque je n'ai pas l'habitude de faire représentation en français, mais essayons. Et si ça ne va pas à un certain niveau, on va juste faire le switch et rentrer en anglais qui est la langue là où je suis plus confortable. OK. Bon, le titre de mon talk, c'est Exploring Scientific Machine Learning, Solving Partial Differential Equations and Related PDEs, Parameter Identification Problems with Watch Physics. Donc, on veut donc résoudre les équations différentielles partielles par l'intelligence artificielle, soit le deep learning ou bien le machine learning. Donc, Touch Physics, c'est juste une bibliothèque qui nous permet donc de faire ça de façon facile. OK. Bon, nous allons commencer donc par une introduction et on va parler un peu des basics de deep learning et aussi des physics informed approaches. Et je vais expliquer ce que physics informed approaches veut dire dans la suite. Et après, je vais donc introduire le software Touch Physics, qui, comme je l'ai d'abord dit, c'est un outil qui permet de résoudre les équations aux dérivées partielles par les méthodes de deep learning. Et pour finir, on va donc un peu décaler sur le sujet de physics informed deep learning pour parler des neural operators. Les neural operators sont aussi des opérateurs qui permettent de résoudre les équations dérivées partielles, mais d'une façon en utilisant seulement le data, donc en utilisant seulement les données. Donc, c'est déjà device learning. OK. Qu'est-ce que le deep learning? Deep learning, c'est juste c'est de l'intelligence artificielle, bien sûr. Et l'objectif du deep learning, c'est de pouvoir imiter la fonctionnalité des neurones biologiques. Donc, ça fait ça en prenant certaines entrées et en utilisant certaines opérations pour pouvoir nous donner donc la sortie. De l'autre côté, les EDP sont des équations aux dérivées partielles, comme le nom le dit, mais ils ont ce problème que ce n'est pas tous les EDP qu'on peut résoudre de façon analytique. Et les EDP qui sont les plus importants ne peuvent pas être résolus par les méthodes analytiques et tout ça. Donc, du coup, on doit utiliser des méthodes déjà, on appelle ça le scientific computing, les méthodes numériques, bien sûr. On doit utiliser les méthodes numériques pour pouvoir résoudre ces équations aux dérivées partielles. Donc, pour ça, par exemple, la méthode des différences finies constitue à diviser dans le domaine, là où l'EDP est défini, par certains triangles, les rectangles, et à partir de cela, on va donc calculer la solution de l'EDP dans ce point-là. Donc, ce qui veut dire que dans les points qui ne sont pas dans le domaine, on ne peut donc pas évaluer, qui ne sont pas dans le grid, là, on ne peut pas donc évaluer la solution de l'EDP. Et déjà, je suis comme ça en train d'annoncer quelques limites des méthodes numériques. Et de l'autre côté, le inverse problem, c'est quoi? Le inverse problem, si par exemple, tu as un certain lambda, par exemple, et tu appliques une certaine fonction, tu auras, disons, une solution U. Mais maintenant, ce qui est facile, c'est que si tu connais le lambda et tu as envie de connaître le U. Mais dans les situations plus intéressantes, les situations plus réelles, tu connais plutôt le U, mais tu ne connais pas le lambda. Donc, genre, tu as envie de connaître ce qui a causé ce U. Donc, le U, c'est juste une mesure. OK? Donc, tu as une mesure, mais tu as envie de connaître ce qui a causé ce U. Donc, euh,
Le problème des inverse problems, c'est qu'il y a souvent un problème d'existence des solutions de lambda. OK, donc tu as le U, mais tu ne peux pas trouver le lambda parce qu'il y a souvent, on ne sait pas si le lambda là existe au fait. Il y a aussi problème, on ne sait pas si le lambda là est unique. Il y a aussi problème de stabilité. Le état que vous voyez là, c'est au fait, on appelle ça le noise, c'est le bruit. Et bon, ça introduit souvent un problème d'instabilité du inverse problem. Donc, pour pouvoir résoudre un inverse problem, on doit s'assurer que le lambda existe, le lambda est unique et le problème en elle-même est stable par rapport au bruit. Voici un exemple d'un inverse problem. Et là maintenant, il s'agit de reconstruire l'intérieur du corps d'un humain. Donc, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on a les mesures qu'on va prendre autour du corps, n'est-ce pas? Donc, on a les électrodes qu'on place le rond du corps, comme on voit là. OK, et à partir de cela, on a donc les mesures et on veut donc connaître ce qui est à l'intérieur, qui est cette image-là. Donc, du coup, ce que vous voyez, c'est qu'on a les mesures qui sont les U. OK, mais on n'a pas ce qui a causé ces mesures, qui est l'intérieur ou bien la conductivité à l'intérieur. Donc, ceci peut être modélisé par une EDP, là où le sigma ci, au fait, c'est la conductivité de l'intérieur de l'humain, du corps. Et le U et le G, ce sont juste le courant et le potentiel qu'on mesure à l'extérieur. Donc, du coup, on a dans ces mesures, mais on ne connaît pas ce qui a causé cela. Dans un inverse problème de ce genre, l'importance, l'objectif, c'est de pouvoir connaître ce qui a causé cela, parce que c'est ça qui est important. On veut pas juste connaître le courant, mais on veut connaître ce qui est à l'intérieur du corps humain. Donc ça, c'est juste un exemple d'un inverse problem qui est bien sûr modélisé par une EDP. Donc c'est juste pour vous montrer qu'il y a cette relation entre les EDP et déjà les inverse problem. Et maintenant, il y a aussi une relation entre les EDP, le inverse problem et l'intelligence artificielle. Donc, c'est ce que on regarde ici. Dès qu'on parle de deep learning et des mathématiques, on parle de résoudre les problèmes mathématiques en utilisant le deep learning. Le inverse problem fait partie d'une de ces problèmes. C'est ça qui nous intéresse là. Parce qu'il y a un côté de deep learning que on appelle mathématique pour le deep learning. Donc, on a envie de comprendre ce qui se passe dans les réseaux neurones et tout ça derrière les modèles, tout ça, qu'est-ce qui se passe derrière. Mais dans le domaine de deep learning for mathematics, on veut juste résoudre les problèmes de mathématiques en utilisant le deep learning. Et c'est ça qui nous intéresse là. Donc, on ne va pas entrer dans le problème de mathématiques for deep learning. Et ce qui nous concerne plus précisément, c'est un mélange du scientific computing, donc les méthodes numériques surtout, et le machine learning. Et c'est ce sujet qu'on appelle donc le scientific machine learning. Passons un peu aux bases du deep learning. Donc, je ne sais pas si ça a été déjà expliqué, mais je passe là seulement très vite. Dans un réseau neuronal, j'espère que c'est ça le nom en français, un neural network, utilisons le neural network. Un neural network essaie juste de paramétriser donc une fonction. Donc, en utilisant certaines opérations, on a besoin d'avoir un certain U. OK? Et on utilise par exemple ce qu'on appelle un fully connected neural network pour faire cette tâche. Et donc, le neural network va donc devoir apprendre les weight matrices qui permet donc de faire l'ensemble de cette opération qui va nous donner la sortie de ce réseau neuronal. OK, et tout ça est basé sur un théorème qui date depuis longtemps, qui dit que toutes sortes de fonctions peuvent être approximées avec une certaine marge d'erreur par un neural network. Mais on ne va pas entrer dans les détails de ça maintenant. Mais regardons juste ce qui se passe avec les neural networks. On se rend compte que si on on cale par exemple le nombre de layers et on change le nombre de neurones, on arrive à peu près à approximer une fonction sinus, par exemple, plus exactement. Donc, c'est juste pour démontrer que le théorème qu'on a vu là, c'est vraiment possible. C'est pas juste un théorème, c'est la réalité, quoi, avec les neural networks. Et c'est ça, et c'est surtout ça qui a donc fait l'avance
de neural networks ces dernières années. Donc maintenant, pourquoi voulons-nous utiliser le deep learning pour résoudre les EDP? D'abord, dans le cas du parameter identification problem ou bien le optimization problem, on arrive à devoir peut-être résoudre les EDP plusieurs fois. Et si on doit employer dans les méthodes numériques qui déjà prennent beaucoup de temps, ça veut dire que puisqu'on doit résoudre un EDP plusieurs fois, ok, on va devoir multiplier le temps que une seule résolution prend par, disons, une fois. Et c'est vraiment, vraiment costaud. Et parfois, on a besoin des résultats vraiment de façon en temps réel. Donc, on voit donc que les méthodes classiques comme les FDM, c'est une méthode Finite Difference Method, méthode de différence finie, et méthode des éléments finis aussi. On voit déjà que les deux méthodes-là vont prendre beaucoup de temps. Pour certaines applications, là, on a besoin de résoudre les défis plusieurs fois. Donc, c'est pour ça qu'on a envie de remplacer tout ce processus-là par un neural network. Donc, et de l'autre coup, maintenant, on a aussi les data-driven approach, qui, cela est un neural operator. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est qu'on a des solutions de NEDP pour différents entrées, par exemple. Et là, maintenant, on va donc créer un neural network qui va pouvoir donc euh, approximer cette différence-là et nous donner donc une solution. Donc, le data-driven approach ou bien le neural operator utilise complètement juste les données qui on a peut-être eu par simulation et on veut donc augmenter le temps, réduire le temps, oui. Et le problème avec les neural operators, c'est que on a besoin de plus de data. OK? Dès qu'on parle d'un exemple là où c'est supervisé, un supervised deep learning method, ça veut dire si on a besoin de data accuracy, on a besoin de more data. Et parfois aussi, c'est pas possible. Donc, pour l'instant, on va focus donc sur les Physics Informed Neural Network qui, au lieu d'utiliser le data, va utiliser juste l'équation différentielle partielle et va pouvoir donc approximer la solution. Donc, parlons un peu de Physics Informed Neural Network. Donc, disons que, par exemple, nous avons une EDP qui est donnée par ceci avec les boundary conditions qui est donné par ceci. Par exemple, dans le cas de l'équation de Poisson equation, l'EDP là est juste la plaçant de U égale à f de x. Et si on amène tout de un côté pour avoir le zéro, à la droite, ça revient à ceci. Et le boundary condition, OK, est donné par ceci. Donc, ce qui se passe avec le PIN, c'est qu'on va donc créer un neural network, OK, qui va minimiser le loss qui est donné par les termes de l'EDP. Donc, on va essayer donc de minimiser tout ça. Donc, dans le cas dans le deep learning, l'idée, c'est juste d'avoir les données. Par exemple, dans le supervised learning, on a juste les données et le loss function va juste minimiser ce qu'on a et ce que le neural network a prédit. Mais dans le cas de Pint, on n'a pas de données du tout, mais on connaît l'équation, on connaît l'EDP. Et donc, en mettant ça sur ce forme, NU de x égale à 0 et BU de x égale à 0, on peut donc minimiser cette fonction-là. Et c'est ça donc qui va nous permettre donc d'avoir la solution de l'EDP. Et dans le cas où, par exemple, parce qu'ils arrivent du cas, on a des paramètres qui sont dans l'EDP. Et c'est ça bien qu'on a envie d'étudier. On a envie d'étudier. Par exemple, vous voyez cette équation-là, c'est le parameter dependent wave equation. Et dans cette équation-là, par exemple, on a envie d'étudier comment la solution U va varier quand c'est changé. Ça veut dire qu'on va devoir résoudre l'EDP plusieurs fois pour différents C, par exemple. Et si on a, par exemple, la méthode de différence finie, ça veut dire qu'on va devoir résoudre CDDP plusieurs fois aussi. Mais or, si on a déjà un neural network qui nous permet qu'à l'entrée de C, en mettant C à l'entrée du neural network, on a donc la solution U, ça rend la tâche plus facile.
Et c'est ce qui se passe là maintenant. Et voilà ce que dans le PIN va faire, le Physics Informed Neural Network va faire. Ça va prendre X, T et C en entrée et à la sortie, on aura U. De telle sorte que si on change, on a envie, dès qu'on a déjà entraîné le Neural Network pour un certain range de valeurs de C, OK, dès qu'on a besoin d'une solution pour un C particulier, on met ça directement dans le réseau et à la sortie, on a la solution du PDE. Et ce qui rend la tâche plus facile parce que dès que tu as déjà entraîné ton neural network, la tâche est finie. Tu ne dois plus. Ce qui prend le temps, c'est entraîner ton neural network. Et dès que c'est fait, tu peux maintenant juste utiliser le neural network pour différents types de paramètres aussi. Et c'est ça qui rend la tâche plus facile maintenant. Et ça nous permet donc de gagner aussi en temps. Parce que le problème, c'est aussi dans des applications, là, on a besoin de vraiment avancer les trucs. Et je précise encore que les EDP sont importants parce que dès qu'on parle de modélisation, même des maladies, des épidémies, ce sont les EDP qui sont là. Dès qu'on veut modéliser n'importe quel genre de truc qui est naturel dans la vie, ce sont les EDP. On passe toujours par les EDP. Et donc, si on peut résoudre ça vite, on gagne vraiment plusieurs choses. Et bon, passons donc sur l'application Touch Physics qui nous permet donc de résoudre donc les EDP. Donc, Touch Physics, c'est une application ou bien une bibliothèque qu'on a eu à développer ici à l'université. Et au fait, c'était un projet d'étudiants qui a été fait par mes collègues. Ils étaient ce temps les étudiants en master, j'étais encore doctorant, donc j'étais un peu déjà les superviseurs pour le projet. Et c'est donc open source, donc c'est directement accessible sur GitHub. Il y a même des exemples pour les gens qui veulent prendre la main sur Touch Physics. Et on utilise PyTorch, qui est une des bibliothèques populaires pour le deep learning. Donc, si tu connais déjà PyTorch, ça va te permettre aussi de prendre la main sur Touch Physics un peu plus rapidement. OK. Et ce qui est intéressant dans le cas d'un deep learning library qui résout les PDE, c'est qu'on a besoin de pouvoir créer des différents types de domaines. Et on doit aussi pouvoir euh, prendre des échantillons de points dans toutes sortes de domaines. Et on doit aussi pouvoir expérimenter avec différents types de réseaux. Parce que, comme vous le savez, le deep learning fonctionne genre comme un black box. Et pour trouver des paramètres optimaux, il faut des hyperparamètres qui sont aussi optimales. Et c'est ça qui est souvent difficile à trouver, les hyperparamètres là. Dès que tu as les hyperparamètres qui sont bons, tu peux donc utiliser ça pour entraîner ton neural network qui va donner donc une solution optimale. Donc, il y a aussi plusieurs autres bibliothèques qui font la même chose. Par exemple, DeepXE, qui a été développé par une équipe aux États-Unis qui est vraiment l'équipe qui pousse des pins, l'avancement des pins. Et Modulus, qui a été développé par NVIDIA. Et dans tout ça, Touch Physics a cette supériorité dans plusieurs trucs parce que surtout, on peut créer des domaines qui sont dépendants du temps. Parce que dans les cas réels, par exemple, parfois le domaine n'est pas fixe. Il y a un mouvement. Le domaine peut s'élargir, le domaine peut réduire, tout ça. Et la plupart de ces bibliothèques ne prennent pas ça en compte, mais Touch Physics le prend en compte. Et on va voir comment. Donc, c'est facile d'utiliser, par exemple, Touch Physics. Si tu as envie de créer un domaine qui est un peu plus complexe, par exemple, tu utilises juste A plus B, ça te crée un domaine qui est genre complexe. Même A moins B et A et B te crée un domaine qui est vraiment direct. Donc, tu dois juste pouvoir créer un carré, un cercle qui est aussi vraiment facile. Et là, tu le fais directement. Et aussi les domaines qui sont dépendants du temps. Tu vas juste créer un cercle qui est dépendant du temps. Et dès que le temps varie, ce cercle va aussi se déplacer. Et c'est vraiment facile avec Touch Physics. Et dès que le domaine est donc créé, c'est donc possible avec Touch Physics de pouvoir donc prendre des échantillons, des points dans ce domaine-là, exactement dans ce domaine. Voyons donc une application de Touch Physics, OK? Là, on a des équations qui régit un processus on appelle ça drilling en anglais.
Donc, nous sommes en train de creuser un trou, par exemple, dans un domaine là. Donc, du coup, on voit que le domaine est en train de changer parce que dès qu'on creuse là le domaine, ça descend, OK, et on est en train de réduire le domaine. Donc, il faut donc modéliser ce point-là, gamma H, de telle sorte que ça dépend de T. Et avec Touch Physics, c'est facile de le faire. Et dès qu'on le fait même maintenant, on se rend compte que notre solution qu'on a avec Touch Physics, OK, en utilisant l'intelligence artificielle, bien sûr, est tellement proche de la solution qu'on a avec les méthodes des éléments finis. Et ce qui est bien, parce que ça veut dire que maintenant, on peut juste utiliser Touch Physics pour des applications qui ont besoin de cette marge d'erreur-là pour avoir des solutions maintenant plus rapidement. Et c'est ça surtout l'objectif de résoudre les EDP par les méthodes de l'IA. OK. Donc, par exemple, aussi avec Touch Physics, on peut donc créer une visuelle comme ça qui nous permet aussi de pouvoir voir comment tout ça avance. Et ça, c'est aussi une autre application là. J'aime bien comparer ça avec un phénomène là où tu tournes le couscous, par exemple. Donc, si tu mets ton, on appelle ça comment, un bâton, c'est qu'on utilise pour tourner le couscous avec dans la marmite. Et tu es en train de tourner, par exemple, tu vois que le domaine, le trou que tu as créé là, est en train de changer avec le temps. Et c'est un peu semblable avec ceci. Donc, tu as juste une barre là qui est dans un liquide et c'est en train de tourner avec le temps et c'est en train de chauffer aussi avec le temps. Donc, tout ça, on peut le modéliser par les systèmes des EDP qu'on voit là. Et Touch Physics aussi permet donc de résoudre avec certains seulement petits lignes de code. On a déjà le modèle de Deep Learning qui est prêt. Et dès qu'on traîne dans le modèle, on peut donc avoir quelque chose qui est vraiment intéressant comme ça et ça nous donne une idée de comment le processus est. Et j'insiste là pour dire que ça, c'est un processus qui n'a pas vraiment déjà été résolu par les méthodes des éléments finis. Mais déjà, avec le deep learning, on arrive à voir ce qui se passe, au moins au côté de modélisation. Et ça, donc, c'est dans un projet qui est récent, que je suis en train de travailler sur. Et là, l'objectif, c'est de pouvoir détecter, par exemple, des défauts dans un matériau, dans des matériaux, par exemple. Donc, ce qui se passe souvent, c'est que tu as envie de détecter, par exemple, les défauts, mais tu n'as pas envie de détruire le matériau en même temps. Donc, tu n'as pas envie de enlever ça du... Disons, ça, c'est, disons, les matériaux de l'avion, par exemple, ce qui constitue le fusillage, je ne sais pas, fuselage en anglais, de l'avion. Et tu as envie de détecter s'il y a, par exemple, les défauts là-bas. Tu n'as pas envie de couper ça pour partir tester dans le labo. Tu as envie de laisser ça et juste faire certaines expériences et détecter. Et ce qui se passe en réalité, c'est que on prend dans ce matériau-là et on la garde fixe dans certaines positions et on met on applique certaines excitations dans certains points précis. Et ça génère donc genre des ondes qui vont donc se propager dans le domaine et qui vont donc nous donner des idées là où il y a les défauts. Dans un cas idéal, là où il n'y a pas les défauts, ce qui se passe, c'est que dès qu'on va exciter des deux côtés, la propagation va se diriger vers la gauche, de la gauche vers la droite. Et dès que ça arrive à la droite, il y aura réflexion et ça va rentrer encore vers la gauche. Et ce processus va nous permettre donc de détecter là où il y a, par exemple, un défaut. Prenons par exemple un exemple là. OK. Là, le delaminations, là, c'est là où il y a le défaut. Et on va donc exciter ce matériau de ces deux côtés-là. OK. Et les EDP restent les mêmes. Et on se rend compte que dans les cas là où il n'y a pas de défaut, la propagation de l'onde là est directe. Donc ça, c'est là, on a le temps et là, on a la longueur. Et on est en train de mesurer, par exemple, le déplacement à ce point là en haut. Et là où il n'y a pas de défaut, l'onde là se propage directement et c'est facile. Mais dès qu'on introduit dans les défauts, on se rend compte que l'onde là va se propager. Dès que ça arrive là où il y a le défaut, il y a une certaine réflexion, une diffraction. Et il y a une partie de l'onde là qui va être déviée
et une autre qui va continuer à se propager. Et dès que ça arrive là où il y a le défaut, ça arrive là, le défaut s'arrête, il y aura aussi une autre réflexion et une propagation toujours. Et dès qu'on arrive à voir cette situation-là, on peut donc dire qu'il y a défaut entre ce point et ce point. Et ça, c'est juste un exemple d'un EDP qu'on peut toujours résoudre aussi en utilisant les méthodes de deep learning pour les PDE. Donc, je ne sais pas, il me reste combien de temps là? On peut partir sur la base de 3 minutes encore, Derek. Ok, bon. Ok, donc, du coup, les avantages des pins, c'est que ça ne dépend pas de la discrétisation parce que dès que tu utilises les méthodes différences finies ou bien les méthodes des éléments finis, comme je l'ai d'abord précisé au début, il faut créer les grids, il faut créer un genre de mesh dans le domaine et ça va te donner un système des équations que tu vas résoudre et tu vas avoir la solution de l'EDP seulement dans ce point précis-là. Or, pour les pins, dès que tu sélectionnes, tu échantillonnes tes points dans le domaine, OK, et tu entraînes dans ton neural network et tu as la solution et à la fin, c'est directement, tu peux donc évaluer le pilier dans tous les points du domaine. OK, et l'approche est souvent déjà générale. Donc, dès que tu comprends comment modéliser un EDP, tu peux continuer, tu peux donc juste l'étendre pour résoudre d'autres piliers. Et ce qui est plus important sur les pins, c'est que dès que tu as la solution, dès que tu as un neural network qui a donc résolu un PDE, tu peux donc l'utiliser pour faire une tâche d'optimisation ou bien pour résoudre un inverse problem. On ne va pas trop entrer en détail dans les inverse problems aujourd'hui à cause du temps, mais je cite seulement que les pins permettent aussi d'avancer dans ce domaine de inverse problems. OK. Et aussi dans l'interpolation et l'extrapolation des données, c'est possible de le faire avec les pins, ce qui n'est pas possible avec les méthodes de différence finie, les méthodes d'éléments finis. OK, mais bien sûr, les pins sont nouveaux, ça veut dire qu'il y a certains désavantages aussi. Et le premier, c'est que contrairement aux méthodes de différence finie, méthodes d'éléments finis, il y a déjà la théorie. Il n'y a pas la théorie pour les pins. La théorie n'est pas assez avancée, disons. Oui, la théorie n'est pas assez avancée. Ça veut dire que dès qu'on traîne un pins là, on ne sait pas ce qu'on peut faire pour pouvoir arriver à des solutions optimales, quoi. Donc, tout jusqu'à aujourd'hui, c'est plus basé sur l'expérience. Qu'est-ce que tu connais? Et ton expérience pour entraîner les pins, ça va de quel niveau? Et c'est ça qui va te donner déjà l'intuition de pouvoir bien traîner ton pins. Or, pour les différences finies et les éléments finis, la théorie est assez fondée. On sait que dès que tu réduis les meshes ou bien la discretization, tu sais bien comment tu es en train d'approcher la vraie solution. OK? Et c'est un peu ça le problème. Et si, par exemple, je suis maintenant au quatrième point, si, par exemple, tu veux juste résoudre un EDP pour une seule solution, ça veut dire que les pins ne sont pas importants parce que tu peux le faire avec les méthodes de différence finie qui sont déjà bien calées. Mais les pins sont importants dès que tu as envie de faire plusieurs simulations. OK? C'est un peu ça, les désavantages avec les pins. Donc, mais si on va un peu le sauter parce qu'il n'y a pas le temps. Mais je donne dans un sommaire pour dire que Touch Physics est bien disponible si vous avez envie de l'utiliser. Et le deep learning pour les équations différentielles sont vraiment importants dès qu'il s'agit des études des paramètres ou bien dans les problèmes d'inverse problème, là où on a besoin de plusieurs simulations de la solution de l'EDP. OK? Et, et bon, j'ai déjà parlé de ces désavantages-là. Et ce que je vais donc finir par dire, c'est que la différence entre le choix, ok, ce qui doit motiver le choix des méthodes classiques comme les méthodes de différence finie ou bien éléments finis ou bien volume fini, c'est le besoin. Si le besoin, par exemple, c'est d'avoir un accuracy tellement élevé, peut-être les méthodes classiques sont bien pour toi. Mais si l'objectif, c'est d'avoir
une approximation de la solution de l'EDP avec, avec moins de temps. OK. Donc, le deep learning, c'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer. Donc, les deux sont toujours valides. Le deep learning pour le PD, il ne vient pas remplacer les méthodes classiques. Ça vient seulement pour, comment dire, ça vient pour enhance, ça vient pour donner un peu la main, OK, dans les situations là où les méthodes classiques ne sont pas vraiment nécessaires, OK, qui ne sont pas vraiment utiles. Le deep learning offre donc une solution. Donc, je conclue en disant cela. Merci. Merci beaucoup, Derek. On va applaudir, s'il vous plaît. On va passer à la phase des questions s'il y a. Questions, commentaires. Docteur Giresse, vous pouvez venir, s'il vous plaît. Pas possible de voir les gens dans la salle. Bonjour. Bonjour. C'est Monsieur Nkaya Giresse. Oui, Monsieur Giresse. Alors, j'ai deux questions à vous poser. Oui. Alors, la première question, comment utiliser, c'est-à-dire que si vous avez un problème avec les conditions initiales de Dirichlet ou de Neumann. Oui. La deuxième question, si vous n'avez pas la solution exacte, comment pouvez-vous vous rassurer de votre solution approchée que vous avez là, que votre solution est meilleure? OK. Commençons par la première question. Ok, voilà, c'est bon. OK. Là, par exemple, on a une condition Neumann, n'est-ce pas? Et là, on a une condition Dirichlet. Donc, c'est possible de le faire. Donc, tout ce qu'il faut faire, c'est de pouvoir introduire ça dans ton loss function. Donc, dès que tu as pu écrire des équations sous cette forme-là, tu vas dans les introduire au niveau de ton loss function. Je ne sais pas si tu as répondu à la première question. Monsieur Giresse, Je vous écoute, oui. est-ce que j'ai répondu à la première question? Ok, la première question, c'est bon. Ok. Ok, la première question, je disais que donc, il s'agit juste d'arranger tes idées de cette forme-là. Et dès que tu les arranges sous cette forme-là, tu te rassures que c'est inclus dans ton loss function. Parce que c'est ça que tu vas minimiser quand tu es en train d'entraîner ton routine. En fait, c'est ça la situation. Et maintenant, pour la deuxième question, comment savoir si tu es en train d'apprendre? Si tu n'as pas, de solution exacte pour l'IDP. C'est ça qui est le challenge des PIN. Et ce qui se passe dans ce cas, si tu n'as pas la solution exacte et tu ne peux pas résoudre ça par la méthode de différence finie, par exemple, c'est là où le PIN c'est important. Mais si tu peux déjà résoudre ça par la méthode de différence finie, donc tu connais comment la solution ressemble, tu connais à quoi la solution ressemble. Et donc, tu vas donc appliquer juste les pins pour pouvoir accélérer cette tâche. Et en accélérant cette tâche, tu as déjà une idée de comment la solution doit être. Et si ce n'est pas comme ça, tu sais que tu dois changer tes hyperparamètres pour pouvoir bien updater tes paramètres. Et c'est ça, au fait, le disadvantage des pins. Mais dans les années qui vont suivre, ça va beaucoup évoluer parce qu'on aura assez de théories. Les méthodes de différence finie et les éléments finis sont là depuis un bon moment. C'est pour ça qu'il y a assez de théories. Les pins sont nouveaux. C'est pour ça qu'il n'y a pas assez de théorie pour pouvoir soutenir ça. Mais dès que la théorie va être fondée, on va savoir que dès qu'on a truqué notre réseau neuronal de cette sorte, la solution qu'on a est la solution avec cette marge d'erreur-là. Donc, avec le temps, on va pouvoir le dire. Mais à ce niveau de la recherche, c'est encore en développement. Donc, les pins sont utilisables dans les cas là où tu
envie de gagner en temps, par exemple, et tu as déjà une idée de comment la solution est. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Réaction. Une dernière réaction, Derek. Alors, on est en train de construire les réseaux des neurones. Oui. Alors, nous avons notre EDP qui existe. On prend des fonctions test, soit des logs ou bien des fonctions exponentielles, peu importe la fonction utilisée. Où est-ce qu'on aura le poids et le biais par rapport au perceptron ou bien d'autres méthodes de deep learning? OK. Là, par exemple, Ok, oui. voilà. Donc, si on regarde, par exemple, dans ce cas-là, le input, n'est-ce pas? C'est par exemple le X et le Y ou bien le T. Et le output, c'est la solution U. Donc, le U est donc une fonction des weights et les biases. Et c'est ça donc qu'on va optimiser, OK, dès qu'on sera en train de minimiser le lossy. OK. Donc, peut-être cette image est plus claire, est plus descriptive de ce que je suis en train de dire. Donc, à l'entrée, on a X, T et C, et à la sortie, on a U. Et U, donc, est en fonction des weights et des biases qu'on a à l'intérieur. Et c'est ça qui va être optimisé. Donc, on n'a pas besoin des logistic regressions, qui sont les logs et tout ça. On a juste besoin de l'EDP, parce que c'est ça qui va constituer le loss function. Les weights sont dans le U-theta aussi, parce que le U-theta là, c'est le neural network. Le bias et les weights sont dans le U-theta. Et c'est ça qu'on va donc minimiser en minimisant le loss function. Oui. Verlan, est-ce qu'il y a en ligne, il y a une question, Verlan? Il n'y a pas de question en ligne. Il n'y a pas de question. Ceux qui sont en ligne, il n'y a pas de question. Je vais donc prendre je vais donc prendre une autre question ici. D'accord. Bonjour. Bonjour. Moi, ma question, Dominique, est-ce que tu peux mettre la caméra? Comme si je suis en train de parler. Ok. Désolé. J'aurais dû faire ça un peu plus tôt. Ok. ok, d'accord. Moi, ma question, c'est sur le point où il faut entraîner le modèle sur des EDP dont on connaît déjà la solution. Oui. Est-ce que pour un type d'EDP, pour quelqu'un qui modélise par exemple le palu, ne connaît pas a priori, je ne sais pas si l'autre méthode là va marcher. Donc, s'il veut appliquer la méthode PINS, comment il fait pour procéder? OK. Pour modéliser les EDP, ouais, pour modéliser par exemple le palu, n'est-ce pas? On a les EDP qu'on peut d'habitude résoudre ça par les méthodes de différence finie, n'est-ce pas? OK. Donc, ça, on a déjà une idée de comment la solution est. OK. Et même si on n'a pas d'idée comment la solution est, l'objectif, c'est de pouvoir minimiser ce loss function-là. Et si on arrive déjà à minimiser ce loss function-là, on se dit qu'on est en train d'approcher la solution. OK. Donc, c'est un peu ça. Donc, in summary, OK, en résumé, tout tourne autour du loss function là. OK. Parce que dès que tu es en train de traiter ton neural network, tu vois comment le loss function, les termes du loss function sont en train de progresser. Ça veut dire que si tu atteins un certain niveau, tu sais que bon, cette partie du PTI a vraiment été minimisée d'un certain niveau. Donc, tu te dis que bon, tu as approché la solution à un certain marge d'erreur. OK. Mais au préalable, on ne va pas savoir ce qu'on va faire pour pouvoir cliquer ou bien choisir les hyperparamètres de telle sorte qu'on s'assure que cette N de U va converger. OK. Parce que si on a par exemple cette équation de Poisson-là, et on sait déjà que, parce que dès que tu minimises ton loss function, qui contient les termes de N de U et les B de U ici,
tu peux voir comment la valeur de ce terme-là, tu peux évaluer la valeur de ce terme-là. Et dès que tu es en train d'approcher une certaine marge, tu sais bien que tu as vraiment minimisé l'EDP. OK. Donc, dès que tu as bien introduit ce N et ce B dans ton loss function, tu peux donc les évaluer à la fin et voir comment ce PDE, ce modèle, ce PIN a minimisé ce terme. Et si c'est la marge d'erreur à un certain niveau, tu te dis que, OK, bon, c'est cool. OK. Donc, mais tu ne connais pas U, mais tu connais cette évaluation-là. Parce que tu l'as dans ton EDP et tu as envie que ça soit à un certain, ça soit vraiment petit. C'est un peu ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. J'aurais bien voulu montrer certains machins de loss function là. OK, merci beaucoup, Derek. On va applaudir une fois encore. Derek, peut-être un request, une demande. Est-ce qu'on pourra avoir les slides de la présentation? Parce qu'il y a des participants qui ont besoin. Juste si tu peux m'envoyer par mail ou bien même sur WhatsApp, ce sera bien. OK. Merci beaucoup une fois de plus.